Bonjour Nathalie. Oui, bonjour. Ah ben ça Bonjour, y est, je crois. bonjour. Bienvenue Nathalie. Bonjour. Super. Bonjour Bonjour à Nathalie. tous. Bonjour à celles et ceux qui nous retrouvent pour ce Facebook Live, hein, également retransmis sur Zoom. Euh, Bienvenue à vous tous qui nous rejoignez pour ce deuxième live du Forum 104, hein, qui aura pour thème ce soir quels engagements au temps du confinement. Voilà, le Forum 104 a décidé de vous donner rendez-vous tous les dimanches en fin d'après-midi pendant le temps du confinement. Voilà, pour nous poser des questions aussi essentielles que comment transformer cette épreuve en bienfait, que pouvons-nous faire de cette épreuve et comment traverser au mieux cette épreuve individuellement et collectivement et comment nous préparer évidemment à l'après. Voilà, alors quels engagements au temps du confinement? Chacun est aujourd'hui invité à en faire le moins possible, car de ce rien dépend la protection du tout fait par d'autres, comme disait Cynthia Fleury il y a quelques jours, et tel est donc notre premier engagement vis-à-vis des autres. Alors bien que confinés, plus ou moins actifs, nous continuons malgré tout à vivre, seuls, en couple ou en famille, plus ou moins actifs, et nous restons surtout en lien. Et l'apport des nouvelles technologies, comme nous l'expérimentons ce soir, nous aide vraiment à vivre ces relations différemment, autrement que ce que nous avions l'habitude de faire jusqu'à présent. Nous faisons l'expérience d'un autre rapport au temps et à l'espace, et ce confinement vient bouleverser notre rapport à nous-mêmes, aux autres et également au monde. Voilà, alors les nouvelles du front nous parviennent, continuent à nous parvenir, là où d'autres personnes sont clairement engagées pour lutter contre l'épidémie et permettre le bon fonctionnement des services nécessaires à notre économie. Alors pendant ce temps de confinement, comment continuer à donner du sens à nos existences? Comment habiter et vivre ce temps? Et puis, bien que confinés, comment rester engagés? Quel sens et quelle forme peuvent revêtir nos engagements au temps du confinement? Alors, bienvenue à nos intervenants que je vais présenter assez rapidement. Alors, ce soir, je suis heureux d'accueillir d'abord Tanguy Châtel. Tanguy, vous êtes président du Forum 104. Vous êtes sociologue, vous êtes spécialisé dans la recherche sur les soins palliatifs et l'accompagnement, notamment en fin de vie et du deuil. Et vous avez publié chez Albin Michel, Vivant jusqu'à la mort, où vous explorez la question de la souffrance spirituelle en fin de vie. Voilà. Bonjour. Bonjour. Bonjour Tanguy. Nathalie Sartoulaju, bonjour. Vous êtes Bonjour. Vous êtes rédactrice en chef adjointe de la revue Études et vous avez également publié chez Albin Michel Sauver nos vies, un essai sur les formes contemporaines du salut individuel et collectif. Et vous avez également contribué à un ouvrage qui s'appelle Éloge de l'épreuve, un essai à plusieurs voix sur la traversée des épreuves, où vous signez la partie sur Éloge du tragique, et je crois que vous allez nous parler du tragique tout à l'heure. Isabelle Le Bourgeois, bonjour. Vous êtes religieuse, vous êtes auxiliatrice, et vous êtes également psychanalyste. Vous avez été aumônier de prison, et pendant 14 ans, vous avez accompagné des détenus à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis. Et vous venez également de publier chez Albin Michel, c'est le hasard de la programmation, nous avons 3 auteurs qui sont tous 3 programmés chez Albin Michel. Vous venez de publier, vous venez de sortir Le Dieu des abîmes, à l'écoute des âmes brisées, où vous donnez la parole à la fois à des patients que vous recevez dans votre cabinet, mais également à des personnes détenues, écoutées en prison, où vous retournez cette question à Dieu, où es-tu? Alors, bienvenue à vous 3. Et la première question que j'ai envie de vous poser, c'est, vous nous parliez un petit peu de votre propre expérience du confinement. Comment vous vivez aujourd'hui ce confinement? Voilà, quelle est votre expérience de la manière dont vous la vivez, dans les conditions de vie et de travail qui sont les vôtres, hein. Tanguy, peut-être, je vous laisse démarrer. Oui, merci. C'est effectivement intéressant et signifiant de repartir de ce que nous vivons plutôt que de nous situer dans les grandes idées. Moi, je voudrais décrire un peu ce qu'a été mon parcours ces derniers jours. Le premier temps, face au développement de l'épidémie et face au confinement qui s'est amplifié, qui s'est durci, ça a été une réaction de stupeur. Les choses ont été tellement vite que j'ai été très, très perturbé finalement de voir à quel point
ma vie avait été en train de changer de manière très profonde finalement. Stupeur, une forme d'incrédulité, je me suis retrouvé à ne pas presque croire ce que j'étais en train de vivre, ça allait trop vite pour que psychiquement je sois capable de l'intégrer complètement, alors que tout nous est quand même annoncé depuis un moment. On sait que ce risque-là existait depuis des années, sinon des décennies, mais quelque chose de notre système n'a pas voulu savoir, et moi j'en fais tellement partie que voilà, j'ai été aussi naïf sans doute, autant que d'autres. Après, l'ampleur des décisions qui ont été prises m'ont amené à ressentir quelque chose qui est de l'ordre du tremblement, c'est-à-dire de l'indécision, de l'indétermination. J'ai trouvé que les choses nous convoquaient à une dimension de nous-mêmes qui était à la fois très, très sobre, ce confinement, mais en même temps très extrême, très intense. J'ai vu aussi dans mon entourage, parmi tous les gens avec lesquels je suis en ce moment, une forme de retour, retour impréparé des grandes fantasmagories autour de la maladie, autour de la mort, toutes ces choses qui devraient faire partie de nos vies au quotidien et qui avaient été laissées de côté depuis un petit moment pour beaucoup de gens et qui reviennent comme ça de manière extrêmement brutale, sans préparation. Et donc ça ajoute au tremblement, même si moi-même qui travaille beaucoup sur ces sujets-là, j'ai pu aussi découvrir que j'étais démuni, que j'étais pris par surprise, que j'étais dans une forme de désarroi. Alors, ce que ça a produit en troisième niveau, c'est quelque chose, une parole à laquelle je me rattache souvent dans l'exercice du bénévolat avec lequel je suis très en face, c'est la parabole du bon samaritain. Et j'aime beaucoup la traduction d'Elie Chouraki qui dit que le bon samaritain, c'est celui qui est saisi aux entrailles. Ce n'est pas celui qui a choisi de s'impliquer moralement, il est saisi aux entrailles, il y a quelque chose qui l'attrape. Et c'est ce que j'ai ressenti. Et du coup, mon engagement, il s'est accéléré de manière formidable. Et en fait, le confinement, loin de m'inviter dans une exploration intérieure et tranquille, m'a au contraire propulsé très vite dans tout un tas d'engagements que je détaillerai peut-être plus tard, et au risque du vertige peut-être, de la difficulté de s'arrêter pour poser la question, est-ce que ça va trop vite et est-ce que ça va dans le bon sens? Voilà un peu ce que j'ai vécu ces derniers jours. Et vous-même, Nathalie, comment vivez-vous ce début du confinement? Quelle expérience faites-vous de ce temps finalement nouveau pour chacun de nous? Alors disons que le confinement, je l'avais commencé en fait un peu plus tôt peut-être que les autres, parce que j'avais un fils qui était en Corée du Sud, qui faisait ses études à Daegu, donc qui a été un des premiers foyers de l'épidémie. Et au moment où il a été rapatrié, c'est-à-dire il y a à peu près, il y a maintenant un mois, du coup, mon compagnon et moi-même, on a été en confinement avec lui. Bon, alors il y a eu des inquiétudes d'abord sur sa santé, mais il va bien. Voilà, donc nous sommes en confinement du coup depuis presque maintenant quasiment un mois dans notre appartement à Bagnolet. Alors c'est vrai que au début, je suis en télétravail et c'est vrai que mon travail d'animatrice de revue peut continuer d'une certaine manière, même si comme vous pouvez l'imaginer, la programmation de la revue études des mois de mai, juin, juillet ont été bouleversés. Donc, on travaille beaucoup aussi à essayer d'accompagner par la réflexion cette crise qui nous a, qui nous a surpris, parce que finalement, c'est vrai qu'en quelques semaines, le monde a basculé. Enfin, le cours de l'histoire même mondiale, on peut dire maintenant, parce qu'il y a peu de populations qui ne soient pas touchées par cette pandémie. Et donc, c'est vrai que l'ampleur est à la fois, je dirais, l'ampleur de la pandémie et puis le fait qu'elle modifie profondément aussi notre quotidien. Enfin, tout cela est une situation très, très inédite, hein. Je crois qu'on ressent tous je dirais, j'ai ressenti à la fois une grande vulnérabilité, partagée en fait, hein, que l'on partageait tous, qu'on avait tous en commun. Et en fait, paradoxalement, c'est vrai que cette épidémie qui nous isolait, qui nous obligeait à confiner, nous a aussi mis en relation autrement, parce qu'on est obligé finalement,
on est obligé, donc continue à échanger, et nos échanges ont pris un tour, je dirais, plus profond, probablement plus avec, il y a plus de gravité, plus de profondeur dans nos échanges. Il y a toutes les grandes questions, je dirais, philosophiques, importantes, existentielles, sur le sens de la vie, sur la mort, sur la vieillesse, la maladie, sur notre rapport au temps, notre rapport aux autres. Toutes ces questions-là que l'on peut habituellement laisser de côté, ben, elles se font pressantes. Je dirais que dans les tout premiers temps du confinement, avant que ça prenne une telle proportion, j'ai tout de suite, moi, pensé à Pascal. Parce que je me suis retrouvée on s'est retrouvés dans notre petit appartement, et j'ai pensé tout de suite à ce que disait Pascal sur le grand malheur de l'homme et de ne pas pouvoir rester seul au repos dans sa chambre. Bon, alors c'est vrai qu'on a aménagé cet espace pour pouvoir à la fois vivre ensemble, en ménageant à chacun aussi un espace de retrait, parce que je pense que c'est important. Beaucoup de personnes se retrouvent obligées à confiner, alors dans des conditions qui sont extrêmement différentes les unes des autres, avec parfois des cohabitations un peu imposées qui ne sont pas forcément sans source de tension. Donc c'est important aussi de pouvoir se ménager des moments de retrait. Avec d'autres aussi, évidemment, on pense à ceux qui sont dans le confinement, mais on pense aussi à tous ceux qui sont sur le front, en première ligne, comme les soignants. Et en fait, ce qui m'a aussi, je dirais, ce qui me désole, ce qui m'attriste, c'est de me dire que des personnes qui sont des personnes malades, qui sont dans une situation de grande vulnérabilité, sont obligées d'être isolées. C'est-à-dire qu'on ne peut pas les accompagner par la présence physique. Et je trouve que c'est ça qui est source de grande tristesse, en fait, dans cette épidémie. Merci Voilà, Nathalie. c'est Je crois qu'on sera amené à revenir là-dessus justement grâce à Tanguy qui regarde cette question de très près justement sur l'accompagnement du deuil et des familles endeuillées en ce temps de confinement. Isabelle, bonjour. Merci d'être là avec nous ce soir. Là, j'imagine que ces questions existentielles dont partageait Nathalie, compte tenu de votre activité, vous êtes amené à accueillir pas mal de ces questionnements actuellement auprès des personnes qui viennent en consultation chez vous. Elles ne viennent plus, mais je les ai au téléphone. Alors ça, c'est un des grands changements du confinement. Moi, je dirais que je suis une confinée de luxe, parce que nous avons un grand jardin. Je suis dans le quartier du 6e arrondissement, avec un grand jardin, plein de sœurs autour qui sont extrêmement, comment je pourrais dire, attentives les unes aux autres. Bon, donc on a de l'espace. Ce qu'il y a, c'est qu'on n'est pas habitué à vivre autant les unes avec les autres. Bon, on n'est pas des brignoles. Alors évidemment, il y a des choses à aménager. Bon, mais tout ceci donne la dimension vraiment extrêmement minime de ce que peuvent vivre des gens qui sont obligés d'être confinés dans des espaces extrêmement petits. Voilà. Pour moi, ce qui a changé là depuis ce confinement, c'est évidemment tout d'un coup, on passe d'une effervescence, vous allez dire, de projets, de mise en place de tas de choses. Bon, surtout avec la sortie juste de mon livre, là, il y avait pas mal de choses qui étaient en route. Et puis, des sessions que j'animais, etc. Puis les patients qui viennent régulièrement me voir, puis tout d'un coup, plus rien. Une espèce de silence. Moi, je ne sors pas dans la rue. Je fais partie des personnes à risque. Voilà, donc mes sœurs veillent sur moi. Ce n'est pas moi qui sors. Bon, j'ai la chance d'avoir d'autres qui peuvent sortir pour moi. Bon, voilà. Et du coup, comment dire, évidemment, la technique moderne nous permet d'être en lien les uns avec les autres. Et pour le coup, c'est une adaptation un petit peu subtile pour moi. Moi, je suis une visuelle. J'aime avoir les gens en face de moi. J'aime les voir. J'aime sentir le mouvement. J'aime cette manière d'être ensemble qui est le face-à-face. Bon. Et là, évidemment, on passe par le truchement d'un appareil. Pas tout à fait pareil. C'est un peu compliqué pour moi, ça. Mais je m'adapte, j'essaye. Et puis, il y a l'angoisse. Je dois reconnaître qu'elle a fait du chemin en moi, cette angoisse. Elle est beaucoup moins liée à ce que je suis moi, mais je dirais que c'est de l'angoisse pour les autres. J'ai quand même pas mal d'amis qui sont malades. J'en ai plusieurs qui sont morts déjà. C'est quand même pas si simple, je trouve, ça.
c'est pas une maladie qui est comme ça, j'allais dire, ailleurs pour les autres aussi, mais aussi pour moi, aussi tout de suite là, à côté. Ça la rend extrêmement présente. Ça donne une densité, je trouve, à ce qui est en train de se passer, à laquelle je ne m'attendais pas du tout. Voilà, donc j'essaye j'allais dire, de trouver en moi les appuis qu'il faut pour traverser ça sans tomber dans un catastrophisme, et en même temps en me disant, ben, c'est là, non seulement à la porte, mais tout à côté avec des amis chers. Merci d'avoir accepté de parler aussi simplement de votre propre expérience et de ce que vous viviez et des émotions qui pouvaient être les vôtres en ce temps de confinement plus ou moins long selon vous trois. Tanguy, je reviens à vous et du coup, ce que je vous propose, je vais poser la même question à nos trois intervenants maintenant, c'est finalement comment vous, Tanguy, vous avez envie d'aborder cette question des engagements justement au temps du confinement. Comment vous l'abordez personnellement et comment vous, de partir de votre propre expérience, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire par rapport à ces engagements? J'ai envie de répondre à ça d'abord de manière générale et ensuite en répondre de manière plus personnelle. Je constate en tant que sociologue que très vite, le confinement a produit un taux de mobilisation très élevé. Alors on voit ça dans les grandes catastrophes quand les gens se précipitent pour donner des dons quand il y a un tremblement de terre, mais là, on voit que les technologies permettent à des engagements concrets. Imaginons la même crise il y a 15 ans quand Internet ne bénéficiait pas des mêmes flux. Les réponses auraient été tout à fait différentes, sans doute. Et j'observe qu'il y a une mobilisation importante, une solidarité, des manifestations d'entraide qui surnagent les petites critiques qu'on peut entendre et auxquelles il ne faut pas s'arrêter. Donc, curieusement, le confinement qui nous inviterait à une forme de repli sur soi suramplifie, d'après ce que j'observe, un désir de s'associer, un désir de rejoindre des gens en difficulté, que ce soit des soignants, que ce soit de la famille. Moi, je me suis bien senti dans ce mouvement-là, c'est-à-dire que très vite, j'ai été entouré de gens qui m'ont dit « Tiens, là, il y a un manque, là, il y a un besoin, est-ce que tu ne pourrais pas nous aider pour le faire, pour ceci, pour cela ?» Et alors que les tout premiers jours, je pensais que j'allais enfin avoir du temps pour écrire. Parce que là, ça fait un moment que je suis happé par l'action et je me suis dit, ça y est, je vais enfin pouvoir poser tous les projets que j'ai en suspens et je vais pouvoir écrire. Et bien en fait, je n'y arrive pas du tout. Je n'ai pas le temps d'écrire. J'ai même des journées qui sont beaucoup plus chargées que d'habitude parce qu'il y a cette profusion de projets qui, à mon avis, atteste de ce que j'ai un peu dit tout à l'heure, ce saisissement aux entrailles où les gens sont pris, mais aussi du fait que le confinement peut être par nature propice à générer l'envie de s'engager. Donc il me semble qu'il y a deux voies, une qui pourrait porter vers l'intériorité et une qui pourrait porter vers une forme d'extériorité sur fond d'urgence amplifiée par les médias. Elle est réelle, cette urgence, mais elle rentre dans nos vies de manière excessive sans doute. Et voilà. Et alors la question que je me pose derrière, mais on y reviendra sans doute, c'est est-ce qu'on prend le temps de réfléchir à ce qu'on est en train de faire? Et je suis content d'avoir aussi dans mon entourage des gens que je sollicite et qui me disent non, je n'ai pas envie de parler du Covid en ce moment, on en parlera plus tard. Merci Tanguy pour ce premier rapport. Nathalie, même question, elle a posé donc du coup à une philosophe sur cette question de l'engagement et du sens de l'engagement pendant ce temps de confinement. Qu'est-ce que vous avez envie de dire ? Je dirais que je suis traversée par plein d'émotions et de sentiments aussi qui peuvent être un peu contradictoires. Déjà, dans un premier temps, je profite de ce temps malgré tout, j'essaie, en tout cas de ce que j'appellerais peut-être pas tellement de distance sociale, mais de repos social, parce que c'est vrai que mon agenda s'est vidé de tas de réunions, des mails qui étaient urgents, tout d'un coup apparaissent un peu moins urgents. Et c'est vrai que j'ai
on a envie de prendre le temps un petit peu de la réflexion, parce qu'on a le sentiment quand même que ce qui se passe là est sans commune mesure, qu'on ne va pas en sortir, on ne sortira pas de cette épreuve individuelle et collective, en tout cas collective, on n'en sortira pas complètement indemne, donc que nos sociétés vont probablement se transformer. On ne sait pas trop encore dans quel sens, l'avenir est plein d'incertitudes. Donc c'est vrai que j'ai envie de prendre le temps de la réflexion et en fait, ce qui est un petit peu nouveau, je dirais très concrètement, c'est que on a aussi besoin d'échanger des points de vue. Donc, je passe beaucoup de temps au téléphone, en fait, avec des auteurs, avec des collaborateurs. On échange énormément d'informations, de réflexions, de lectures. Je dirais que les échanges n'ont jamais été aussi intenses. Mais j'essaie de pas compenser en fait ce confinement par une espèce de suractivité ou suroccupation par les écrans. C'est-à-dire à un moment donné, j'essaie de fermer mon ordinateur, d'éteindre le portable et de profiter aussi de ce temps de recueillement, même si je sens bien qu'il est bon, parce que ce temps de solitude où on est quand même davantage amené à être en relation quand même avec soi-même, c'est vrai qu'il est, il est habité par le souci que l'on se fait pour les autres. On est inquiet pour nos proches, on est inquiet pour la situation collective, en fait, la situation politique. Donc, c'est vrai que la concentration intellectuelle, je dirais, elle n'est pas du tout de la même qualité non plus qu'avant. Hein. On n'est pas en vacances. Voilà, c'est pas, même quand on a un peu plus de temps libre, je dirais que ceux qui sont sur le front, même quand on peut disposer davantage de son temps et l'organiser un peu mieux, je dirais que c'est pas non plus on reste quand même aussi habité par l'anxiété. Et pour ça, moi, je sais que je trouve énormément de réconfort dans le partage. Je dirais que j'évite pour l'instant de me lancer dans des tas d'engagements. J'évite trop de précipitations parce qu'en fait, j'ai le sentiment qu'il faut aussi accueillir différents affects, là pour l'instant, qui me traversent, hein, et les partager aussi avec d'autres. Partager une certaine tristesse quand on est éloigné, partager des inquiétudes, pouvoir aussi continuer à rire ensemble. On échange beaucoup aussi de manière parfois un peu humoristique pour se détendre aussi, et c'est bon ça aussi, face à ce qu'on ne comprend pas ou finalement face à une situation où on a le sentiment qu'on n'a pas vraiment le contrôle, la maîtrise de ce qui va se passer. Voilà. Merci Nathalie. Isabelle, alors. Je rejoindrai un peu les deux précédents, Tanguy et Nathalie. J'avais des grands projets. Je me suis dit, bah oui, moi aussi, chic, alors, je vais pouvoir écrire. J'ai des idées d'écriture. Bon. C'est vrai que la qualité de la concentration intellectuelle est absolument pas. Je suis préoccupé. Nous sommes, enfin, moi en tout cas, je sens que c'est tout le temps là. Bon. Pourtant, je fais très attention à ne pas écouter trop les médias, etc. Bon. En même temps, il y a comment je pourrais dire, mon âme, mon cœur, voilà, de psychanalyste, et je sais combien écouter est fondamental, surtout dans les périodes où ça va pas. Et je dois dire que je suis assez sollicité. Bon. Je me suis demandé pendant un temps, quelques temps, moi, est-ce que j'allais répondre à toutes ces sollicitations ou pas? Est-ce que j'allais vraiment étendre, j'allais dire, le champ de mon écoute ou pas? J'ai répondu oui. C'est une manière d'être, j'allais dire, solidaire, alors à ma manière, et vraiment pas en prenant du tout de même risque. Hein. Je pas de comparaison à ce niveau-là, mais un peu comme des soignants, voilà, auprès des malades. Moi, je suis derrière un téléphone, donc
pas tout à fait la même chose. N'empêche que c'est un paquet d'angoisse qui m'arrive, hein, un paquet de tristesse, un paquet de questions, un paquet de frustration, un paquet de colère, un paquet de plein de choses. Donc il faut que j'apprenne, moi, à prendre du temps pour laisser venir mes propres émotions avec tout ça. Alors je tiens un petit journal que j'ai appelé les Coronas Day. Voilà, bon, les jours du Corona, si vous préférez en français. Bon. Alors j'y mets là tout ce qui me passe par la tête et tout ce qui me passe par le cœur. Bon, pour le moment, il n'est pas, enfin, je ne le transmets à personne. Et puis j'ai besoin, absolument besoin, de silence, de faire des confitures, de m'occuper du jardin, de parler avec mes amis, de jouer aux cartes avec mes sœurs. Enfin, je ne joue pas aux cartes, moi je joue au Scrabble. Bon, et voilà, de prendre du temps, comme ça, gratuit, de faire un break. Sinon c'est trop. Parce que l'écoute psy, c'est sur les écoutes des grandes profondeurs et les. Bon, on ne peut pas être dans les grandes profondeurs. Enfin, on ne peut pas, c'est impossible. Comme je le dis dans mon livre du Dieu des abîmes, heureusement qu'il y a Armance, la petite fleuriste, pour que je puisse aller me distraire et me détendre. Et bien voilà, là elle est fermée et là je ne peux pas y aller. Donc je fais des confitures et je visite les fleurs du jardin. Alors, une première question qui me vient, effectivement, par rapport à ce rapport au temps, aujourd'hui, voilà, les confinés le vivent différemment. Certains sont un peu débordés, certains sont encore on peut effectivement éprouver une sensation de vertige par rapport à l'ensemble des activités qui continuent, voire même qui s'amplifient. Puis il y a tous ceux qui sont effectivement dans une certaine forme d'inactivité, notamment les gens seuls qui ont été mis au chômage. Comment vous abordez cette question justement de l'inégalité, de ce rapport au temps qui est différent par rapport à ce que vous pouvez entendre, par rapport à ce que vous pouvez voir chez les uns, chez les autres, chez ceux que vous écoutez, chez ceux et chez ceux que vous accompagnez également dans vos différentes activités, Tanguy? Moi, je suis dans une situation familiale où j'ai 3 enfants à la maison et pour eux, c'est une opportunité de lever le pied, hein, disons-le clairement, ils sont tous scolarisés. Donc, il y a quelque chose d'assez décalé entre le rythme qui est le mien ou celui de ma femme qui travaille à peu près autant et celui de nos enfants. Donc, la difficulté, c'est d'accorder la convergence de nos rythmes. C'est bien pour eux aussi peut-être qu'ils lâchent un peu pied, voilà, qu'ils aient d'autres activités, que leur agenda, que leur scansion quotidienne soit un peu différente. Mais en même temps, c'est bien que nous, on fasse ce qu'on a à faire. Et donc, je trouve qu'il y a un vrai sujet aujourd'hui de comment créer des rendez-vous pour pouvoir accorder nos timings qui sont respectables chez les uns chez les autres. Alors, bon, je ne vous cache pas que j'aimerais bien que mes enfants soient un peu plus actifs, un peu moins passifs, mais bon, je vois ce qui se passe dans d'autres familles aussi. Donc, le confinement, c'est un moment où on est réunis en famille parce qu'on a choisi de se réunir pour ne pas que l'un passe ce temps dans sa chambre tout seul d'étudiant plus loin. Bon. On doit réapprendre à vivre ensemble. Ça se passe bien d'ailleurs, c'est étonnant. J'ai un fils qui avait quitté la maison et qui est revenu et ça se passe très bien, vraiment très bien. Mais en même temps, on n'a pas les mêmes rythmes. Et le rythme de chacun me semble légitime. Et donc, voilà, se trouver ces temps de rencontres, de rendez-vous, il faut les organiser. Et c'est l'occasion, j'aimais bien ce que disait Isabelle, de revenir à des choses simples qui permettent des échanges profonds. Alors, on fait des petits jeux entre nous, des petits jeux de société, ou on invente même des jeux le soir. Et ce sont des occasions, des prétextes presque pour rentrer dans le dialogue tranquille de nos âmes à la maison, sans forcément se regarder entre 4 yeux et prétendre traiter les choses de manière un peu académique ou un peu trop psychique, quoi. Voilà comment on essaye de vivre les choses. Et Isabelle, dans votre communauté, dans une communauté religieuse, est-ce que du coup, voilà, il y a des choses aussi, les rapports évoluent, la manière de vivre ensemble change? Oui, forcément, comme je le disais tout à l'heure, on n'est pas des mondiales.
Donc, on est un petit peu obligé quand même de vivre beaucoup plus les unes sur les autres. Et il faut que chacune puisse trouver suffisamment d'aération, je dirais, pour que ça soit vivable, d'une part. Mais aussi, il faut se demander, bon, ben, qu'est-ce qu'on peut aménager pour que l'être ensemble soit fructueux. Voilà. Alors, on va se dire spontanément, ben, les religieux, ça va se mettre à prier plus. C'est pas forcément comme ça que ça se passe, même si effectivement on a mis davantage, comment je pourrais dire, on consacre davantage de temps à la fois à la prière personnelle et à la prière collective. Nous avons fait le choix aussi, comme la plupart de tous les chrétiens, ben, nous n'avons pas d'Eucharistie. Voilà, nous n'avons rien d'autre que nous-mêmes, si j'ose dire. Bon, et on se rend compte de la richesse quand même d'être ensemble et de pouvoir se communiquer, je dirais, ce qui nous fait vivre au plus profond. Vous vous rendez compte de la chance qu'on a? Il y a plein de gens qui n'ont pas cette chance. D'abord parce qu'ils sont seuls ou parce que, je dirais, la qualité du dialogue dans la famille ou dans le groupe dans lequel ils sont suffisante, que les tempéraments sont pas bien ajustés, et que du coup, ce confinement va faire ressortir des choses extrêmement difficiles. Moi, je pense beaucoup aux gens qui se retrouvent confinés dans des espaces absolument réduits. Je sais pas, les mères célibataires avec des enfants petits, les violences familiales qui explosent, etc., etc. Bon, donc là, je me dis, attention, moi je privilégie là. Et dans la mesure où vraiment nous avons les outils, c'est extraordinaire pour vivre, j'allais dire, ce temps le mieux possible. Chacune avec ce qu'elle est, chacune avec son rythme, mais nous sommes toutes engagées, j'allais dire, dans le même sens de la vie. Voilà, ça aide, ça aide. Nathalie, j'avais envie de vous poser la question plutôt par rapport à votre communauté professionnelle, puisque là, vous expérimentez, j'imagine, pour la première fois une organisation en télétravail hein, avec vos collaborateurs. Comment ça se passe au cœur de votre communauté professionnelle? À la fois les collaborateurs directs qui participent à la production de la revue et puis avec vos réseaux, comment cette question du temps, du rapport à l'activité, par rapport voilà, comment ça se passe au sein d'une communauté comme Études? Non, de restructurer, je dirais, son temps, parce que c'est vrai qu'il y a, il y a moins de la contrainte sociale, je dirais, des réunions, des rendez-vous réguliers avec les auteurs. Donc, c'est vrai que le premier temps, je me suis dit, oulala, il va falloir essayer de réaménager, mais ça se fait pas tout de suite, ça se fait progressivement, mais de réaménager des rites. Hein. Donc, je sais qu'avec le rédacteur en chef, on s'appelle, on a un moment où on se téléphone tous les jours, en fait. Voilà, il y a un temps de téléphone, mais un rendez-vous téléphonique. Pour moi, les rendez-vous téléphoniques sont très importants parce que j'aime bien habituellement rencontrer aussi les auteurs. Là, on ne peut pas le faire. Donc, moi, c'est vrai que j'ai souvent besoin de la rencontre, du face-à-face, du contact. Et alors là, j'ai besoin de la voix, en fait. Donc, j'ai besoin de la tessiture, au moins de la voix. Et donc, c'est vrai que je passe du coup pas mal de temps au téléphone. Mais ce qui est difficile, en fait, c'est que comme il n'y a pas non plus les temps de transport, les temps de déplacement, en fait, on peut être très vite happé hein, par nos écrans et le fait que le travail s'invite chez soi, dans son espace privé, fait qu'il peut prendre aussi beaucoup de place. Hein. Et un travail intellectuel comme celui d'une revue, finalement, c'est tout le temps, ça peut être tout le temps. Hein, surtout avec cette actualité et ce monde qui change là très très vite. Voilà, donc on peut être très vite happé. Donc c'est très important de se ménager vraiment des moments où aussi on éteint son ordinateur, on ferme son portable. Et moi, en tout cas, j'ai besoin de ces moments de retrait, de ces moments de silence pour pouvoir ensuite nourrir de nouveau des relations de travail, des relations amicales. J'ai besoin vraiment de passer par ce temps-là de solitude. Et le plus difficile, je dirais, c'est de réaménager, de restructurer à l'intérieur de son espace privé voilà, des rites pour distinguer, par exemple, les jours de la semaine du week-end, pour
Bon, on a encore le jour et la nuit, ça va. Mais vous voyez, tout ça, il faut trouver des petits. Alors à chacun de trouver, voilà, de trouver ces nouveaux rites-là. En tout cas, c'est vrai qu'en l'absence de contraintes sociales, on est davantage amené à restructurer par nous-mêmes notre temps de travail. Et en plus, le Forum 104 vous propose un live le dimanche en fin d'après-midi, qui est censé être une journée de repos, de ressourcement. Voilà, c'est vrai que par rapport aux frontières du temps entre temps de travail et temps privé, ça devient un peu compliqué. Mais bon, c'est vrai qu'en proposant ce temps le dimanche en fin d'après-midi, on se dit qu'à la fin du week-end, ça avait du sens pour le forum. Tanguy, j'avais envie de vous poser une question par rapport à la question du deuil, par rapport à la question de l'engagement auprès des familles endeuillées. Et voilà, beaucoup de familles aujourd'hui ne peuvent pas vivre ce deuil. Je sais que ça fait partie de l'un de vos engagements aujourd'hui. C'est une des questions sur lesquelles vous travaillez à titre personnel et professionnel. Oui, là encore, alors j'ai été saisi par des témoignages personnels, saisi par des reportages de tous ces professionnels qui sont en saturation, qui s'épuisent, notamment des aides-soignants dans les EHPAD qui sont confrontés à des gens qui les accompagnent depuis des années, avec lesquels ils ont des liens très forts, et puis qui se retrouvent à devoir gérer des situations en urgence pour lesquelles ils ne sont pas préparés, dans l'isolement, et puis tous ces témoignages aussi des familles qui se retrouvent soudain à devoir appeler les urgences pour que leurs proches soient admis à l'hôpital, et puis ils ne le reverront pas parce que certains d'entre eux vont mourir, les opérations funéraires vont s'enchaîner très très vite, et les restrictions autour des obsèques qui ont été édictées sont de nature à les mettre en situation de souffrance aiguë. Et puis après, le temps de la réconciliation, le temps du partage qui suit traditionnellement les obsèques, c'est aussi un temps où on est ensemble, et aussi parce qu'on est en confinement. Et donc, le retour, le premier temps de deuil est un temps qui est livré à soi. Alors, on a l'impression que ça ne touche pas grand monde. En réalité, si, parce qu'il y a une très grosse accélération du nombre de décès en ce moment. On attend un multiplicateur de 1,5 à 2 sur les 6 semaines qui viennent. Mais d'ordinaire, ces situations-là sont vécues en famille. Or là, le confinement va isoler les gens et les exposer à une souffrance à laquelle ils ne sont pas préparés, pour laquelle ils ont très peu de ressources. Donc, comme j'ai été saisi par ça, avec des gens qui travaillent ces sujets-là, on a décidé de monter notamment une plateforme d'envergure nationale pour pouvoir retransmettre en direct des funérailles, pour pouvoir mobiliser toutes les associations de bénévoles de soins palliatifs et de deuil qui, pour l'instant, ne peuvent plus aller voir les gens qui vont voir en temps normal à l'hôpital. Et donc, pour les mettre en ligne derrière leur écran, pour faire, à travers des chats et à travers de l'écoute, ce premier niveau d'accompagnement. Donc voilà, ça, c'est des choses qu'on peut mettre. C'est assez sidérant de voir à quel point on peut aller vite. C'est-à-dire qu'on est en train de monter ça en moins de 4 jours. Ce n'est pas encore opérationnel, mais ça le sera cette semaine, pour répondre en urgence. Donc ça me semble être de nature des actions qu'on doit engager de manière urgente, parce que ce n'est pas dans 6 semaines qu'on va faire ça. Et dans 6 semaines, lorsqu'on sortirait du confinement, les gens auraient été livrés à eux-mêmes pendant une durée qui pourrait être trop longue et qui pourrait laisser des séquelles importantes derrière. Donc là, je vois à quel point des développeurs, des informaticiens, à quel point des bénévoles d'associations, à quel point des professionnels se mobilisent tous ensemble. On a aussi une autre action sur le soutien des professionnels pour qu'il y ait des forums qui se créent pour qu'entre pairs, ils puissent échanger sur les difficultés qu'ils rencontrent dans l'exercice de leur métier. Tout ça, c'est plein d'initiatives qui sont aujourd'hui foisonnantes. Et l'enjeu, c'est d'essayer de les rendre un peu homogènes et de les structurer pour qu'il y ait une véritable dimension nationale. Voilà, c'est quelque chose qui me perturbe aujourd'hui, c'est de me dire, il y a plein de gens qui disent, voilà, on va mettre notre téléphone à disposition pour des numéros d'écoute, mais ce n'est pas organisé. Donc, vous voyez, c'est comment aujourd'hui, dans l'émotion, mais aussi dans l'urgence, être capable de monter des dispositifs qui soient qualifiés, qui soient professionnels, qui soient fiables, qui préservent la sécurité des personnes, qui préservent leur anonymat quand ils sont eux-mêmes confrontés à des situations très personnelles. Et je suis assez saisi et bouleversé même de voir le haut degré d'engagement des gens qui mobilisent leurs compétences professionnelles et n'épargnent pas leur énergie au quotidien pour faire que ça soit effectif en moins de quelques jours. Alors Isabelle, une question que je me posais, donc tout à l'heure vous disiez que vous aviez effectivement une dose d'angoisse effectivement à accueillir par rapport aux personnes qui viennent
qui vous ont demandé à être accompagnés pendant ce temps de confinement. Qu'est-ce qui a changé finalement voilà, par rapport aux gens que vous accompagnez? Qu'est-ce qui, pour vous, sont les questions les plus importantes à prendre en compte aujourd'hui? La Tanguy nous parlait de la question du deuil et des familles endeuillées, de ne pas attendre effectivement trop longtemps pour pouvoir accueillir tout ça. Qu'est-ce que vous sentez par rapport à votre mission de psychanalyste? La question de l'angoisse, c'est une vraie question extrêmement complexe parce qu'elle mobilise, j'allais dire, une énergie intérieure sans zone, qui est diffusée dans tout le corps, qui est extrêmement complexe à écouter et à calmer. Bon. Il y a ça, il y a la solitude, il y a l'extrême solitude de beaucoup de gens qui du coup étaient déjà très seuls et qui se retrouvent encore plus seuls, pas de contact physique, rien du tout. On est en train de réfléchir et ça va être mis en place assez rapidement. Avec d'autres, là aussi, il y a des plateformes d'écoute un petit peu, j'allais dire, solides et professionnelles. Bon. Moi, là où je suis beaucoup, c'est dans le monde religieux, qui est un monde souvent un peu démuni, pour beaucoup. Hein, je ne parle pas des grands ordres religieux, mais beaucoup de congrégations religieuses qui sont assez démunies face à ce qui se passe là, face aux vivants, face aux questions qui se posent, etc. etc. Et moi, je suis sensible à mettre en place, j'allais dire, une écoute bienveillante, chaleureuse, simple, voilà. Mais avec ce que je suis, avec les outils que j'ai, et en lien avec des tas d'autres et des professionnels comme moi. Alors, j'aime bien le terme de saisie qu'emploie Tanguy. Moi, je dirais que je suis ému. Je suis très ému. Je peux dire avec simplicité comme ça, je crois que j'aime les gens. Mais je crois que je les aime encore plus. Il y a vraiment quelque chose qui me touche infiniment chez l'humain. Alors, qui me touche chez moi, mais qui me touche chez tout le monde. Il y a quelque chose là qui nous met dans une fraternité, j'allais dire, totalement inattendue pour moi, comme ça. Et ça, voilà, je suis en train d'essayer de réfléchir un peu à ce que je pourrais mettre comme mot derrière tout ça. Je ne sais pas encore très clair, mais c'est vraiment de l'émotion. J'aime les gens, voilà, et j'aime aujourd'hui cette humanité extrêmement vulnérable. Alors Nathalie, tout à l'heure, vous nous disiez que vous aviez été amenée à remanier en profondeur les numéros qui vont paraître au mois de mai-juin, c'est ça, hein, et ça m'intéresserait de vous entendre justement sur voilà, les commandes que vous avez passées par rapport à la crise, d'ailleurs catastrophe, je ne sais pas quel terme on pourrait utiliser parce que Boris Cyrulnik parle plutôt de catastrophe et non de crise. Et du coup, par rapport aux articles que vous avez commandés, ça m'intéresserait de vous entendre sur les sujets, les questions. Alors, le numéro d'avril que nos abonnés vont recevoir, là, évidemment, là, il y a un temps de retard parce qu'on était déjà sur l'analyse de la catastrophe en Chine. Donc, il y a un article de Benoît Vermander sur ce qui se passe sur l'épidémie en Chine, enfin, là où tout a commencé finalement, et comment la société chinoise traverse cette épidémie. Ça, c'est pour le numéro d'avril. Et puis, donc, c'est surtout les numéros de mai et juin que nous sommes en train de préparer. Ben là, je dirais qu'il y a eu... c'est déjà en ligne. On a mis quelques articles en ligne gratuitement aussi sur le site de la revue Études. On peut retrouver, il y a une belle méditation philosophique. Je vous disais que j'avais pensé tout de suite, moi, à Pascal, dans cette période de confinement. Donc, il y a une très belle méditation philosophique de Laurence de Villers justement sur une méditation sur le confinement à partir de Pascal. Elle est accessible à dès maintenant sur le site de la revue Études. Après, on a mobilisé des économistes, des philosophes, des psychanalystes. Donc, on aura... mais ça va s'étaler aussi dans le temps parce que de toute façon, voilà, on mesure bien que là, l'urgence, c'est l'urgence du soin. La réflexion, en fait,
n'est pas très à l'aise finalement avec les situations d'urgence, même si elle est sollicitée aussi et qu'il nous faut penser cette urgence-là. Mais c'est vrai que le temps de la réflexion, c'est le temps long pour éviter la précipitation du jugement, pour éviter voilà, on n'est pas dans le temps de l'action. Hein. J'entendais Tanguy et je me dis c'est vraiment très très bien aussi qu'il y ait ce temps de l'action. Ça, c'est vraiment le temps d'urgence. Le temps de la réflexion, je dirais, va nous demander un peu plus de recul et très certainement, il nous faudra plusieurs mois, hein, voilà, et du temps pour tirer des leçons de ce que nous sommes en train de vivre. Alors, une question que j'ai envie de vous poser à vous trois, avant de rentrer dans le temps de conclusion. Un jour, ce confinement va prendre fin. Ce confinement, voilà, on espère qu'effectivement, à un moment, on sortira de chez nous. Et la question que j'avais envie de vous poser, c'est comment se préparer à l'après. Voilà, quel conseil vous auriez envie de donner, ou pour vous, comment faudra-t-il se préparer à l'après? Tanguy? Je pense que ça se prépare. C'est une bonne approche. Il s'agit d'ouvrir la porte et de repartir comme si ça n'avait été qu'une longue nuit ou un moment de retraite. Je pense que ça se prépare parce que l'après, c'est pas simplement comment moi je vais vivre les changements qui auront été générés. L'après, c'est aussi comment je vais pouvoir agir. On voit bien que ce qui est aujourd'hui en jeu, c'est la mobilisation des gens. Alors pour l'instant, les polémiques sont un peu en sourdine. Elles apparaissent, mais elles sont plutôt en sourdine. Elles vont ressurgir très fort après. Et moi, j'aimerais pas qu'après soit un règlement de compte. J'aimerais qu'après soit une occasion de tirer des leçons, mais j'ai parlé de stupeur et de tremblement au début. Je trouve que personne ne pourrait prétendre qu'il aurait été qualifié pour gérer cette crise. Je ne parle pas que d'un point de vue politique, hein, je parle aussi au niveau des chefs d'entreprise, des responsables d'organisation. Je pense qu'elle nous a tous pris de court. Donc après, pour moi, c'est pas rentrer dans le bilan de ça, c'est rentrer dans la lecture de ça. C'est pas tout à fait la même chose. Et c'est s'y préparer dès maintenant pour qu'on ait une chance. Je dis ça avec un peu de naïveté et en même temps, je ne voudrais pas en avoir trop, qu'on ait une chance que le monde qui suivra ne soit pas tout à fait comme le monde qui précède. Je ne crois pas non plus au grand soir. Je ne pense pas qu'on va remettre la table complètement à l'envers. Il y aura des choses d'avant qui vont continuer à exister. Elles continueront à exister différemment, sans doute, parce que notre regard aura été changé. Et j'espère que nous serons à même, je rejoins ce que disait Isabelle tout à l'heure, de regarder, c'est mon engagement professionnel constant, de regarder la vulnérabilité comme étant quelque chose de beau, y compris la vulnérabilité de nos sociétés. Je ne veux pas être romantique en disant ça, c'est quelque chose de beau parce que c'est quelque chose qui nous invite à la modestie et à la créativité. Et c'est ce qui se passe en même temps, en ce moment. Donc si après, ça veut dire rentrer dans une société où de nouveau on repartirait sur les mêmes représentations et on dirait la vulnérabilité, c'est juste un accident et on va vite tourner la page, ça me désolerait. Si en revanche on arrive à dire mais on est tous vulnérables, humains comme civilisation, et qu'à partir de cette vulnérabilité, on peut créer quelque chose d'innovant, de mobilisant, alors là, je dirais que ça aura vraiment servi à quelque chose. Isabelle? Mais moi, je ne sais pas, j'ai pas l'habitude d'avoir des paroles prophétiques. Je ne sais pas très bien les choses, mais je suis assez d'accord avec ce que vient de dire Tanguy. Ça me fait bien. J'ai envie de dire deux choses peut-être. La première, c'est qu'on n'oublie pas. C'est compliqué. On oublie facilement. On oublie facilement dans l'euphorie, j'allais dire, des retrouvailles, de la vie qui va revenir, des apéros, et du machin et des trucs, bon, de la fête qu'on va faire, etc. Et on risque d'oublier. Voilà. Qu'est-ce qu'il ne faut pas oublier? Eh bien, il ne faut pas oublier qu'on est passé par la grande épreuve. Voilà. Et que cette grande épreuve-là, elle a modifié les choses en nous. Et forcément. Donc, il va falloir que nous nous aidions à ne pas oublier ce que nous avons identifié de ces changements. Et qu'il y a là, j'allais dire, une promesse à faire à nous-mêmes et aux autres. Voilà. Premièrement, de ne pas oublier. Et puis, deuxièmement, oui, moi, je suis tout à fait d'accord aussi pour le fait que j'espère que ce ne sera pas un moment de règlement de compte. Et comment est-ce que nous pourrons contribuer à ce que ça n'en soit pas?
et que ça soit ailleurs que ça se passe. Parce qu'effectivement, personne ne peut prétendre aujourd'hui savoir de quoi il s'agit, ce qu'il faudrait faire. Ça, je suis tout à fait d'accord. Mais en revanche, après, on sait que ça, ce serait extrêmement mortifère que de régler nos comptes et de croire que, eh bien, moi j'avais bien raison, et moi je vous l'avais bien dit, et ceci et cela. Voilà, ça vraiment, qu'est-ce que je peux faire moi pour ça? Je ne sais pas encore, mais là j'ai envie d'être présent. Nathalie. Je dirais que dans la période de déconfinement, ce qu'il va nous falloir retrouver, c'est certainement la confiance. La confiance pour. Je suis persuadée qu'il y a des gens qui auront peur de sortir de chez eux. Voilà, donc il faudra retrouver la confiance pour sortir, pour retrouver le monde de dehors, pour aller vers les autres aussi, parce que finalement, dans cette période de pandémie, on nous aura incité quand même à la vigilance, à la prudence, et la vigilance, la prudence, ça mobilise quand même la peur et le repli sur soi. Hein. Donc, il nous faudra retrouver la confiance pour renouer avec les autres, pour reprendre, pour aller vers eux, pour reprendre contact, en fait. Hein, voilà. Et puis, la conscience aussi, face à cet avenir qui va être quand même très incertain, où le travail sera précarisé pour beaucoup aussi, il faudra, voilà, pour ça aussi, il faudra de la confiance. Et après, je rejoins aussi Isabelle et Tanguy dans cette idée, effectivement, qu'il ne faudra pas oublier ce temps d'épreuve. Et il ne faudra pas peut-être non plus essayer de vouloir en tirer tout de suite des bienfaits, enfin des leçons, des enseignements. Enfin, je pense qu'il y a un temps quand même, voilà, le temps de l'épreuve, c'est le temps où il ne faut pas chercher forcément à tout positiver et transformer immédiatement les épreuves en bienfaits. Je crois que ce qu'on apprend là, de cette situation, c'est qu'il va y avoir, voilà, il va y avoir des pertes, et certaines pertes ne seront pas réparables. Donc on est confronté quand même, avec cette grande vulnérabilité, on est confronté au tragique. Au tragique de notre condition, et ce tragique-là qu'on cherche habituellement à fuir. Bon, évidemment qu'après le confinement, on sera tenté de l'évacuer de nouveau. Voilà, je pense qu'il ne faut pas trop oublier non plus rapidement ce temps de l'épreuve. Alors, je vous avais invité aussi à proposer un livre à lire pendant ce temps de confinement, en tout cas un livre qui vous nourrit actuellement, ou un livre que vous avez ressorti de votre bibliothèque à l'occasion de ce confinement. Et vous avez invité éventuellement, pour ceux qui le souhaitent, à le présenter à nos auditeurs. Je ne sais pas qui veut commencer. Tanguy, est-ce que vous avez un livre à conseiller pendant ce temps de confinement? Moi, j'ai ressorti un livre qui m'a bouleversé il y a des années et que je reprends régulièrement. Et là, ça faisait un petit moment que je ne l'avais pas lu. C'est un livre tout simple et très rapide qui s'appelle « Sagesse d'un pauvre » d'Éloi Leclerc, qui est un moine franciscain et qui raconte un grand épisode de la vie de François d'Assise, qui se trouve dans un silence de Dieu, une forme de nuit, et qui se demande voilà, quel est le sens de sa mission, voyant que son ordre a pris de l'importance et vole de ses propres ailes. Que devient-il, lui, le fondateur? Et c'est une réflexion, une méditation assez radicale et très émouvante sur l'abandon le détachement de ses propres projets pour les remettre en confiance à quelque chose de plus grand. Voilà ce que j'ai ressorti de ma bibliothèque. Isabelle? Moi, j'ai ressorti, et comme je le ressors régulièrement d'ailleurs, c'est Etty Hillesum, Une vie bouleversée. Etty Hillesum, c'est une confinée volontaire d'une certaine façon, parce que j'allais dire que toute sa vie, petite au sens courte, voilà, l'a amenée
jusqu'à Auschwitz, voilà, où elle va mourir. Mais je dirais que c'est un confinement par amour. C'est vraiment une leçon d'amour et de retrouvailles ou de trouvailles, je ne sais pas comment je pourrais le dire, avec l'humain elle-même et Dieu, qui est absolument extraordinaire. Voilà, cette femme, chaque fois me bouleverse, parce que c'est tellement incarné et en même temps tellement profondément spirituel, et tellement, voilà, ça ouvre, je trouve, sur ce que c'est que l'autre, ce que c'est que l'autre, ce que c'est que soi, ce que c'est que Dieu. Moi, elle m'inspire énormément. Oui. Eh ben, moi, j'ai ressorti, que je ressors chaque fois partant d'épreuve, je dirais, un petit livre de Simone Veil qui s'appelle l'Iliade, l'Iliade ou le poème de la force. C'est un livre de Simone Veil que j'aime énormément. J'aime aussi énormément le compagnonnage avec Simone Veil, voilà, parce que je trouve qu'elle est à la fois exemplaire et dans la réflexion et dans l'engagement. Hein, voilà. Et particulièrement ce texte parce que je trouve que elle fait une lecture magnifique des poètes tragiques grecs et que je trouve que partant d'épreuves, en fait, les tragiques grecs, leurs mots sonnent particulièrement justes, quoi. Voilà. Et alors dans l'Iliade ou le poème de la force, vous pourrez découvrir que les forts ne sont pas absolument forts, que les faibles ne sont pas non plus complètement faibles, mais qu'ils ignorent. Ils ignorent leurs ressources, ils ignorent leur fragilité. Voilà, on apprend aussi que, elle a des mots parfois très durs, hein, Simone Veil, que l'héroïsme, c'est une pose de théâtre qui est souvent souillée par l'avantardise. Donc, au moment où on parle d'héroïsme, c'est vrai que voilà, non, c'est un texte que j'aime énormément. Voilà. Bah, écoutez, notre live va prendre fin. On a un peu débordé par rapport au temps qu'on avait prévu au départ. On a été avec vous pendant un peu plus d'une heure, un peu moins d'une heure. Je voudrais vous remercier tous les trois pour la simplicité de nos échanges et pour avoir accepté de partir de votre propre expérience personnelle, professionnelle, sociale, pour pouvoir nourrir notre réflexion autour de cette question. Quels engagements pendant ce temps de confinement? Merci à vous trois et je vous souhaite donc de vivre un bon temps de confinement, un temps de confinement ouvert au partage, sans avoir envie de tirer trop vite des leçons. Voilà ce que moi je retiens de nos échanges. Voilà, et je vous donne rendez-vous dans quelques semaines. On aura l'occasion, le plaisir de nous retrouver autour d'un verre, autour d'une réunion, au forum ou ailleurs. Et à nos auditeurs qui nous ont suivis, qui étaient là dimanche dernier, qui étaient là avec nous ce dimanche. Donc, il y aura d'autres rendez-vous. Je vous donne rendez-vous dimanche prochain. Le thème n'est pas encore défini, nos intervenants ne sont pas encore choisis. On se laisse guider un peu par les événements. On s'autorise à regarder d'autres champs de notre vie en société, en regardant également la vie économique, la vie sociale pendant ce temps de confinement, les questions d'ordre spirituel également. On voudrait donner la parole également à des responsables religieux autour de ce que nous vivons et de cette traversée que nous vivons ensemble. Voilà, merci à vous. Je vous souhaite une bonne fin de soirée et je vous dis à bientôt. Bonne soirée. Au revoir. Merci. Merci, Frédéric. Merci, Au revoir.